Alors, juste un petit mot à l'audience, n'hésitez pas à poser des questions, on les prendra soit au fil de l'eau, soit à la fin des interventions. Et si vous avez vraiment des questions précises, de signaler aussi à qui vous posez la question, si vous avez une question à l'un des intervenants plus précisément. Alors, c'est vrai qu'on va s'intéresser au sujet de la sécurité, je dirais, physique et de la cybersécurité, la convergence en fait entre ces deux mondes, et puis aussi comment casser les silos, comment se réorganiser. Donc, qui va nous mener jusqu'à à peu près pendant 45 minutes, jusqu'à 45, et on prendra des questions à la fin des interventions. Je vais commencer par Romaric Leclerc. Donc, vous êtes chef d'escadron à l'Office central de lutte contre la délinquance itinérante. Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les missions de l'Office, où vous vous situez exactement? Quelques mots pour vous présenter, Romaric. Bonjour Olivier, bonjour à tous, bonjour aux auditeurs. Alors, je suis ravi de cette invitation et de cette participation à votre profil, puisque nous, c'est aussi dans ce cadre-là, dans ce cadre d'échange que nous nous inscrivons. Alors, nous ressentons, en tout cas, je ressens une certaine forme de frustration de ne pas avoir ce public devant moi, parce que c'est plus facile d'échanger avec des personnes visuellement, mais en tout cas, on s'adapte et malgré la crise sanitaire, on a trouvé une autre façon de nous exprimer et de partager notre point de vue. Alors, très rapidement, une belle audience aussi en ligne. Je passe à 104 participants. Non, c'est vraiment une très bonne chose, parce que ça nous permet, nous aussi, de faire passer des messages. Et encore une fois, je vous remercie de votre invitation. Alors, très rapidement, parce qu'encore une fois, je pourrais parler plus longtemps de l'Office central, puisque c'est une belle boutique, mais connue du grand public et des professionnels. Donc, c'est aussi dans ce cadre-là que s'inscrit mon intervention. L'Office central de lutte contre la délinquance itinérante. C'est une unité de police judiciaire créée, alors atypique, créée en 2004 par décret ministériel. Nous sommes rattachés à la sous-direction de la police judiciaire de la Direction générale de la gendarmerie. Et nous sommes physiquement situés à Arcueil, au fort de Montrouge. Il est commandé, c'est un office central, donc commandé par un général de gendarmerie, le général Bernard Thibault, futur sous-directeur de la police judiciaire. Nous sommes donc physiquement à Arcueil et nous avons 4 détachements sur le territoire français depuis 2017. Là encore, dans notre évolution, puisque nous sommes, depuis 2004, nous avons muté, nous nous sommes adaptés aussi à la délinquance, et j'y reviendrai. Cette volonté d'être au plus près du terrain, malgré le fait que nous soyons une unité rattachée à la direction générale. Et donc, nous avons des détachements à Rennes, Toulouse, Lyon-Sathonay et Nancy, avec d'autres projets d'expansion sur le territoire, parce qu'il y a de véritables sujets, de véritables problématiques à traiter. Alors nous sommes atypiques, pourquoi? Parce que organisme central, organisme rattaché au niveau de niveau national, avec une véritable empreinte sur le territoire national, et encore une fois, avec les chiffres que j'annoncerai dans quelques instants, vous verrez toute la pertinence de notre recul, de notre position. Nous avons vocation, notre métier est de lutter comme toute unité de police judiciaire. Nous chassons, nous essayons de neutraliser les malfaiteurs. Là, en l'espèce, nous essayons de neutraliser les malfaiteurs d'habitude qui agissent en équipe structurée et itinérante sur l'ensemble du territoire. Très rapidement, nous avons une compétence OPJ sur l'ensemble du territoire français, et pour autant, nous ne sommes que 110 gendarmes et 17 policiers. Donc, vous voyez, finalement, c'est pas beaucoup, mais ça aussi, ça explique nos mécanismes de travail, puisque nous sommes une unité avant tout d'appui. Nous travaillons au profit des unités de police et de gendarmerie territoriales sur lesquelles nous venons en complément pour leur apporter à la fois notre expertise, nos stratégies de travail et nos moyens, avec des moyens de travail très particuliers. Et mon commandant, dès que vous voyez une délinquance qui commence à se diffuser à travers le territoire, c'est-à-dire que c'est là où vous intervenez. Historiquement, c'était ce qu'on appelait, je
pas, le vol à la roulotte qui a considérablement évolué. Et dès que vous voyez quelque chose se répandre au sein du territoire, c'est là qu'on fait appel à vos services. Alors effectivement, encore une fois, notre organisation, notre intervention, notre action, elle vient en complément du système, on va dire, traditionnel qui se situe au niveau des départements, au niveau des villes, puisque nous dépendons, chaque commissariat, chaque brigade dépend d'un département, d'un procureur de la République. Eh bien, nous sommes au-dessus, on va dire, un peu de la mêlée du quotidien. Et lorsque nous détectons des phénomènes récurrents sur plusieurs points du territoire, de par notre compétence nationale, nous avons vocation à réunir, à rassembler les faits similaires récurrents sur plusieurs points du territoire et d'aller voir la justice, d'aller voir un procureur de la République territorialement compétent et de lui dire, voilà, nous avons un phénomène récurrent sur plusieurs points du territoire et nous souhaitons rassembler un certain nombre de procédures pour pouvoir rassembler le maximum d'éléments matériels, puisque en fonction des dossiers, en fonction des enquêtes, il y a ici et là des éléments matériels de preuve complémentaires. Donc le fait d'amalgamer ces procédures, le fait d'amalgamer ces éléments de preuve matériels nous permettent finalement de présenter à la justice des individus avec un ensemble d'éléments matériels de preuve et donc finalement de les sanctionner plus sévèrement. Vous comprendrez très simplement, l'auteur d'un simple cambriolage sera moins sanctionné qu'un groupe d'individus organisés qui a commis plusieurs faits similaires sur l'ensemble du territoire. Donc, sur le secteur justement transport, logistique, Fred, vous intervenez sur quoi plus particulièrement Alors, du coup, voilà, très concrètement, nous suivons donc, nous suivons au quotidien cette problématique des vols de fret sur le territoire et depuis, nous avons une vue donc depuis 2012. Si je fais un focus très rapidement sur les dernières années, voilà, en 2016, nous avions 2730 faits, donc la tendance est à la baisse, c'est-à-dire que en 2016, 2730 faits. Aujourd'hui, nous sommes, enfin, en fin 2019, c'était 2073 faits recensés et au 1er juin 2020, c'est 450 faits recensés. Alors, l'année 2020, bien entendu, vous le comprendrez, sera un peu particulière puisque avec la crise sanitaire, eh bien, les malfaiteurs se sont aussi confinés, donc sont moins passés à l'acte. Mais voilà, on va dire sur 10 ans et sur ces 4 dernières années, nous avons une vraie tendance à la baisse. Alors ça s'explique, il y a différentes raisons. C'est bien entendu l'action des forces de l'ordre en neutralisant des équipes chevronnées. Bien entendu, quand on interpelle une équipe et qu'elle est incarcérée pour un certain nombre d'années, mécaniquement, les faits récurrents, les faits similaires ont tendance à baisser. Et puis après, il y a aussi la prise en compte par les sociétés, on va dire une montée en gamme des mesures de sûreté et de sécurité mises en place par les sociétés. Et nous contribuons aussi par des actions de partenariat, et on y reviendra un peu plus tard dans la conversation, une prise en compte des problématiques. Il y a une baisse en effet de la délinquance. Et c'est vrai que vous nous disiez, lorsqu'on a préparé ce débat, qu'il y a beaucoup d'actions de vol en fait opportunistes, d'opportunités, et aussi peut-être certaines attaques, je dirais, ou vols qui peuvent être beaucoup plus sophistiqués et des impacts qui peuvent être très très importants. Est-ce que vous avez par exemple un exemple en tête ou de dire voilà, on a certainement des petites actions un peu récurrentes, mais aussi des choses qui peuvent être beaucoup beaucoup plus importantes. Alors, justement, dans le suivi que nous faisons au quotidien des faits commis sur le territoire, on va dire 5 grandes catégories de faits que nous répertorions. On observe tout au long des années des constantes assez régulières. Nous avons d'abord les vols aggravés. Les vols aggravés, c'est lorsqu'il y a l'usage d'armes, lorsqu'il y a séquestration, notamment du chauffeur de l'ensemble routier arraisonné, lorsqu'il y a une bande organisée derrière. Voilà, ça c'est concrètement, sur l'ensemble des faits, et finalement, heureusement, on est sur une constante aux alentours de 3-4% des faits. Après, dans la grande majorité des cas, nous avons des vols dans véhicule.
les vols à la bâche, avec ou sans extraction du reste. Alors, les vols à la bâche, c'est lorsque votre chauffeur routier est victime d'une lacération de la bâche de la semi-remorque et que les malfaiteurs pénètrent dans la semi-remorque et dérobent l'ensemble routier. Ça, c'est quasiment constant, 78 à 80% des faits commis sur le territoire français. Après, autre type d'infraction, ce sont les vols de véhicules. C'est-à-dire que les malfaiteurs dérobent l'ensemble routier ou l'utilitaire comportant un certain volume de marchandises. Là, on est aux alentours de 2-3% chaque année. Et enfin, vous avez les vols enfin, on va dire dans l'entrepôt, ou en tout cas dans la zone de l'entrepôt, sur le parking. Et encore une fois, là, on oscille en fonction des années, entre 10 et 6%, enfin, entre 6% et 10% des faits recensés sur le territoire. Et ensuite, il y a, et là, c'est pour nous encore une niche, mais qui doit appeler notre attention, ce sont les escroqueries commis par les malfaiteurs via notamment les bourses de fret, avec on va dire une usurpation de l'identité commerciale d'une entreprise ou une fausse entreprise qui démarche un client pour prendre en compte un fret de marchandises. Voilà. On reviendra tout à l'heure sur les moyens de protection et de lutte, justement, parce qu'il y a des questions là qui viennent sur le fil. Yvan Marciano, est-ce que vous pouvez déjà nous présenter ITQ Group, en quelques mots, déjà dans un premier temps? Alors, dans un premier temps, je vais peut-être vous présenter déjà le GPMSE Technologie Numérique. Oui, on peut jouer, ou les deux. dont je suis le président. Donc, en fait, on va rassembler, on va dire, des fabricants aussi bien de hardware et de logiciels dédiés justement à la sécurité et à la sûreté. Et le GPMSE va avoir pour rôle justement d'être un endroit où on va favoriser l'échange entre les différents intervenants de l'écosystème de la sécurité et de la sûreté. D'ailleurs, le GPMSE Fédération est représenté par 4 branches: le GPMSE Télésurveillance, avec les télésurveilleurs, le GPMSE Installation, donc tous les intégrateurs, le GPMSE Formation, qui va avoir un rôle également de formation des opérateurs, et le GPMSE Technologie Numérique. Alors, ITQ Group, on est intégrateur de solutions de sécurité et de sûreté dédiées à la protection des biens et des individus. Voilà. Alors, vous êtes aussi administrateur de la Fédération française de la sécurité privée. Vous pourrez aussi vous exprimer à ce titre. Alors, est-ce que vous pouvez parce que là, on a vu toute la menace physique avec le commandant là sur Est-ce que vous pouvez nous dire un peu sur la partie, je dirais, cyber, parce que est-ce que c'est des menaces qui sont en train de monter en puissance? Quel type de menaces on peut être confronté? J'imagine qu'on a de plus en plus de menaces, je dirais, cyber classiques. On voit des ransomware toutes les semaines, et aussi des menaces qui sont peut-être en train de monter en puissance, puisqu'on a de plus en plus d'équipements connectés un peu partout, de suivi, traçabilité des containers. Qu'est-ce que vous voyez, vous, sur le terrain, Yvan? Alors, écoutez, déjà, ce qui est important de dénoncer, c'est que le niveau de sécurité d'une chaîne est celui du maillon le plus faible. Et on sait que dans la supply chain, effectivement, c'est avant tout la logistique d'approvisionnement. Donc, on va avoir les achats, la gestion des stocks, la manutention, le stockage, la distribution et la livraison. Et à toutes ces étapes, vous allez avoir effectivement des objets qui vont être connectés, qui vont être là justement pour optimiser le processus. Mais la contrepartie, c'est le fait de s'ouvrir et d'être interconnecté et qu'il y ait une interopérabilité. S'il y a un des maillons qui venait à être défaillant, effectivement, ça pourrait paralyser la chaîne logistique et avoir des conséquences financières qui peuvent être très importantes. En termes ce qui est important au niveau de la sécurité et de la sûreté, c'est que grâce aux nouvelles technologies et grâce justement à la connexion, à l'interopérabilité des systèmes, ça a ouvert de nouvelles perspectives. On a pu avoir de nouveaux usages, des nouvelles manières, un nouvel angle d'approche de la sécurité qui a permis de hausser le niveau. Mais la contrepartie, c'est effectivement que ça peut permettre parfois de créer des failles. Donc, c'est un peu, je dirais, le pendant de la technologie aujourd'hui. C'est qu'on interconnecte aujourd'hui des milliards d'objets. Si je me souviens bien, les derniers chiffres qui avaient été présentés, c'est que dans les 2 ans à venir, il y aura à peu près 30 milliards d'objets connectés. Et chaque jour, vous avez des milliards et des milliards de données qui transitent sur le cloud.
Et la problématique, c'est qu'aujourd'hui, une entreprise, quelle que soit sa taille, donc qui peut être sensibilisée, qui peut être vraiment très sensibilisée sur les risques cyber, ne va pas forcément avoir le même niveau d'exigence avec ses prestataires ou ses fournisseurs, qui pourtant, eux, vont intervenir dans le domaine, justement, dans cette zone. Voilà. Alors, juste une chose qui est très importante. Si on prend l'IoT, ça veut autant, je dirais, d'opportunités que de risques. C'est-à-dire qu'en fait, parce que là, il y a une question, c'est aussi une possibilité d'avoir un meilleur contrôle et de diminuer les risques. Je dirais, il y a des aspects vertueux et puis des aspects d'ouverture des systèmes d'information au risque. C'est surtout ça, et puis c'est surtout le fait que chaque objet connecté, et là on y reviendra peut-être dans une deuxième approche, c'est qu'en fait chaque objet connecté n'a pas forcément le même niveau de sécurité et de sûreté. Et c'est ça en fait le problème. C'est qu'il suffit qu'il y ait un objet qui ait une faille dans un des objets pour pouvoir justement ouvrir une porte et pour pouvoir paralyser tout le système. Alors vous parlez effectivement des risques que vous avez vu, le ransomware, vous avez également des vers qui peuvent être injectés dans les systèmes. Juste pour information, il y a quelques jours, il y a eu un communiqué de Honda qui a été victime justement d'un problème, qui a paralysé une dizaine d'usines, et il y a encore, je crois, 2 usines qui ne sont pas encore reparties. Oui, en fait, on n'est plus dans la menace, c'est qu'on est dans le risque avéré. Quand on parle des ransomware, il y en avait toutes les semaines, aussi bien dans le monde de la logistique que dans d'autres domaines. Olivier Chevalier, est-ce que Securitas, vous êtes connu, alors vous intervenez sur 2 aspects, c'est l'aspect, je dirais, people et technologie. Est-ce que vous pouvez vous présenter votre rôle aussi au sein de la structure, Olivier? Oui, bonjour à tout le monde. Écoutez, Olivier Chevalier, moi je suis responsable grand compte chez Securitas sur le segment spécifique du transport et de la logistique. On a voulu chez Securitas depuis 2-3 ans à aborder nos clients sous un angle de la segmentation pour vraiment les connaître leur environnement, leurs risques, pouvoir s'adapter et proposer des solutions qui soient adaptées à chaque secteur d'activité et à chaque environnement. Et du coup, on s'inscrit complètement dans cette logique de synergie, de combinaison entre la partie humaine d'un côté et la partie technologique de l'autre. C'est complètement le cœur de notre approche aujourd'hui. Et pour ce faire, on souhaite d'une part capitaliser sur nos personnels, nos agents de sécurité qui sont le cœur et la base de notre entreprise, bien les sélectionner, bien les recruter, les former, les faire monter en compétences, et du coup s'appuyer sur ce vraiment savoir-faire humain, et en complément associer des solutions de technologie qui vont venir s'adapter à nos clients, à leurs spécificités, à leurs risques évidemment. Tout démarre d'une analyse de risque solide qui va nous permettre ensuite de designer la solution la plus appropriée à l'environnement de notre client. Voilà, donc, Olivier, est-ce que quand on parle d'innovation, de technologie, on va prendre les aspects, je dirais, vertueux de la technologie, de protection, d'innovation aussi au niveau de la protection et de la lutte contre la menace. Sur quoi travaillez-vous? Est-ce que vous avez des exemples de sujets, alors je ne sais pas, sur le tracking, les drones, ou sur des sujets sur lesquels vous travaillez particulièrement en ce moment? Alors oui, c'est sûr que c'est quelque chose qui évolue sans cesse, les risques évoluent, donc les solutions évoluent également. Sur l'environnement du transport et de la logistique, on développe énormément de solutions de surveillance à distance, notamment. Je vais vous en citer deux ou trois pour vous matérialiser un petit peu cette approche. On a une approche qui s'appelle TruckGuard, qui est une solution de géosurveillance embarquée, et du coup qui va nous permettre de sécuriser à la fois le chauffeur, le fret, le véhicule en cas de vol ou d'agression. Donc là, on est vraiment sur une logique de géosurveillance et spécifique à du transport. Sur toute la chaîne. Exactement. On va proposer également des solutions de pilotage à distance des entrées et des sorties, et notamment qui vont permettre de sécuriser sur une plage horaire beaucoup plus large tout type de site, et du coup d'avoir une activité permanente sur un site. Donc là, on a des opérateurs qui interviennent à distance pour opérer tout ce qui va être entrée-sortie sur un site et appliquer les consignes de nos clients en termes de politique sûreté.
Alors, on a eu en amont pas mal de questions sur la blockchain. Et là, je vois que sur le fil d'infos, on a encore des questions sur la blockchain. C'est vrai que quand on parle, je dirais, de supply chain, bah, c'est toute une chaîne où il faut assurer la confiance. La blockchain, justement, c'est bien le principe. Alors, est-ce que déjà, je ne sais pas si Olivier, peut-être quelques mots ou Yvan sur la blockchain et quel peut être l'intérêt et l'apport de la blockchain sur la sécurité, comment bâtir la supply chain de confiance, on est en plein dans le sujet. Là. Bah, écoutez, concernant... Oui, Olivier. Oui, et allez-y Yvan. Ouais. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, la blockchain, effectivement, elle peut intervenir dans les problématiques de transparence de la chaîne d'approvisionnement et également de la traçabilité des matières premières et des produits finis, en fait. Et elle peut simplifier, en fait, toute cette approche-là pour la supply chain et qui gagnerait en rapidité d'exécution. Donc, forcément, il y a un intérêt qui est économique derrière et également en termes de sûreté de l'intégrité des données. Alors, on en parle depuis quelques années, la blockchain, beaucoup de promesses. Est-ce qu'on voit se développer justement quelques cas d'application dans le domaine où on est encore au test ou vraiment avec des projets en production? Alors écoutez, de mon point de vue, alors je ne suis pas spécialiste de la blockchain, mais il est un fait certain effectivement qu'on s'y intéresse, parce que quand on parle de transparence effectivement et d'intégrité, donc imaginons le transport, en fait, la chaîne du froid, la traçabilité, je pense qu'il doit y avoir des solutions qui vont émerger, bien évidemment. Maintenant, je pense qu'on est qu'au tout début. Mais bon, de toute façon, c'est tout ce qui va toucher au contrat et à l'intégrité des données et à la traçabilité va être impacté par la blockchain, certainement. Alors un mot sur la GPMSE, qui est le groupement en fait sur tout ce qui est les professionnels des métiers de la sécurité, de la cybersécurité, puisque c'est la sécurité électronique. Et quelles actions vous mettez en place pour assurer cette supply chain de confiance? Est-ce que c'est beaucoup de communication, d'évangélisation sur les risques cyber? Quels sont les moyens d'action que vous mettez en place, Yvan? Bah écoutez, ce que l'on fait, on essaie vraiment de mettre en place des groupes de travail pour favoriser l'échange, en tout cas entre les entreprises et les décideurs, pour justement traiter des problématiques. Après, c'est sensibiliser effectivement nos adhérents, les former également à travers des webinaires ou des formations dédiées à certaines thématiques, mais vraiment la sensibilisation des risques cyber. Il y a quelques temps, il y a une tournée qui avait été faite chez l'ensemble de nos adhérents au niveau national pour leur présenter et effectivement pour les sensibiliser sur les risques cyber. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, vous allez déployer des objets connectés, en tout cas dans le terme de la sécurité des systèmes. On va déployer des caméras qui vont être interconnectées, des caméras IP. On va déployer des centrales d'alarme qui vont être également connectées au système, au réseau. Pareil pour le contrôle d'accès. Et encore une fois, on doit sensibiliser parce qu'on est passé quand même d'un métier avant où il y avait très peu d'informatique à des métiers aujourd'hui où l'informatique est omniprésente. Et aujourd'hui, on les sensibilise vraiment par rapport à ça. Et je pense qu'il ne faut pas arrêter justement de sensibiliser les entreprises, les donneurs d'ordre, mais également les intervenants et les prestataires qui interviennent, que ce soit les prestataires de sécurité ou de sûreté ou les autres prestataires. Romaric Leclerc, en fait, l'innovation, la technologie, le numérique, est-ce que c'est aussi bien du reste un levier que vous actionnez et que vous utilisez de plus en plus, voire en coopération avec d'autres corps, pour lutter justement contre cette délinquance? Est-ce que c'est autant de menaces que d'opportunités? Comment vous travaillez avec les technologies et comment vous appréhendez le risque cyber? C'est un peu deux questions, mais qui peuvent être liées. Effectivement, la technologie, alors, il y a deux aspects. Il y a l'aspect, la technologie contribue à favoriser le suivi dans le cadre de la supply chain, contribue à favoriser la traçabilité des objets. Et là, j'ai envie de vous dire, le sujet est vaste parce que nous, dans les enquêtes judiciaires que nous menons, une des premières problématiques, c'est la traçabilité
du fret et je peux vous assurer, sans viser qui que ce soit en particulier, là, il y a un vrai sujet. C'est un vrai sujet parce que on s'aperçoit que on n'est parfois pas capable de savoir précisément quel volume et quel type d'objets ont été dérobés, tout simplement parce que cette information, on ne la récupère pas, elle n'est pas disponible. Donc, il y a un vrai sujet sur l'exploitation des données et j'ai envie de vous dire, s'il y a un axe de travail à réaliser, enfin, à accentuer, c'est bien celui-ci. Au-delà de cette traçabilité, nous, la technologie, elle nous sert aussi comme moyen d'investigation. Vous parliez tout à l'heure de géotracking. Dans le cadre de nos relations, notamment avec Securitas, mais avec d'autres entreprises de sécurité, nous avons déployé, alors la Gendarmerie nationale a déployé le concept de sécurité des mobilités avec pour objectif justement de partager l'information détenue par les entreprises qui ont développé cette nouvelle technologie. Je pense notamment, pour être très concret, très pragmatique, au suivi en temps réel des véhicules qui sont mis en place par les entreprises de transport. Eh bien, nous, dans le cadre de ces protocoles avec les entreprises, on a un accès privilégié à ces informations pour pouvoir justement, nous, en termes de posture, de riposte opérationnelle, avoir accès à cette information quasiment en temps réel et pour nous permettre notamment lorsqu'il y a un camion, un ensemble routier arraisonné par des malfaiteurs, être en mesure rapidement déjà de le retrouver, de le localiser et ensuite, en fonction des événements, des circonstances, de pouvoir soit procéder à une interpellation en flagrance, soit provoquer cette interpellation, soit malheureusement, in fine, à récupérer au plus vite la marchandise. Et là, encore une fois, ça suppose un partage de l'information numérique. Et ça, j'ai envie de vous dire dans un second temps, c'est là aussi quelque chose de capital pour permettre aux forces de l'ordre, quelles qu'elles soient, Office central, mais aussi police nationale et gendarmerie en tant que telle, d'avoir accès à cette information très, très rapidement. Parce que derrière, ça conditionne. Et puis, on va dire, dans le cadre des enquêtes à proprement parler, les nouvelles technologies nous permettent, je resterai après très discret sur les modalités pratiques, mais d'assurer un suivi des marchandises particulièrement sensibles ou pour lesquelles, dans le cadre d'une enquête judiciaire, on est amené en collaboration et en étroite confiance avec les différents acteurs, à provoquer on va dire, une interpellation en flagrance parce qu'on sait qu'une équipe est en mesure de passer à l'heure. Et encore une fois, l'idée majeure, c'est on partage l'information pour nous permettre, nous, force de l'ordre, d'aller chercher les malfaiteurs sur le fait. Et encore une fois, pourquoi? Parce que la justice est toujours plus sévère, on va dire, dans le temps de la flagrance que sur des enquêtes au long cours. Encore une fois, la technologie est un moyen d'aide à l'enquête. Et c'est une vraie plus-value. Vous parliez de l'importance de partage d'informations, c'est-à-dire qu'il y a en effet, je dirais même des big data au niveau de toute cette gestion des risques et de la délinquance. Alors, on a justement une question qui peut être pour vous, c'est quid de la centralisation des données grâce à la lecture de plaques minéralogiques? On est dans le partage d'informations, là, juste là. J'en profite. Alors, c'est arrivé sur le fil. C'est une bonne question et malheureusement, je vais avoir un peu volontairement une langue de bois. Dans l'idéal et dans un monde idéal, cette centralisation existerait. Ce qui n'est pas le cas. D'accord. Voilà. Donc, il y a les lectures de plaques gendarmerie sont traitées par la gendarmerie. Ceux qui sont en zone police sont traités par la police et par les douanes, Alors, il y a un sujet sur la table, ce sujet est en discussion et on espère très rapidement que cette centralisation sera effective parce qu'encore une fois, l'idée c'est de partager l'information et surtout que ce soit un partage rapide. Et là, en l'espèce, ce n'est pas le cas. Mais c'est effectivement, dans un monde idéal, la solution, ça serait une bonne solution. Une bonne solution. Olivier Chevalier, vous êtes, vous, au cœur, je dirais, de cette convergence entre
la sûreté et la cybersécurité, vous avez aussi bien des gens que vous mettez sur site au niveau pour assurer justement cette sécurité, cette sûreté, et puis le monde des nouvelles technologies. Et je dirais que ces deux mondes sont en train de converger. Quelles actions vous mettez justement sur vos équipes pour les sensibiliser aux risques cyber et puis pour les doter aussi de moyens peut-être numériques pour les aider dans leurs tâches quotidiennes? Est-ce que vous avez des exemples en tête et des actions que vous menez au sein de Securitas en interne, mais du coup sur le terrain aussi? Écoutez, c'est tout à fait le sujet, hein, comment mêler l'humain et la technologie et comment doter nos équipes d'outils et de matériel pour capter de la donnée, capter de la data qui vont permettre demain d'anticiper, de faire du prédictif et du coup d'être encore plus performant, pertinent sur des risques, sur cibler le bon endroit au bon moment. Donc, on a développé toute une gamme de produits de main courante électronique, de remontée d'informations, de consignes d'outils pour aller capter de la donnée, capter de la data, pouvoir l'interpréter et pouvoir travailler demain et déjà dès aujourd'hui sur des solutions beaucoup plus précises, beaucoup plus en anticipation des risques et aller avec un vrai devoir de conseil vers nos clients pour leur designer la meilleure solution. Yvon Marciano, est-ce que on voit cette convergence entre sûreté, cybersécurité, des mondes qui sont en train de se rencontrer? J'ai une première question, est-ce que il y a encore une nécessité de casser les silos en interne, de rapprocher le RSSI du responsable sûreté, ou est-ce que déjà il y a une lutte un peu commune? Et est-ce que puisque l'entreprise vit de plus en plus en écosystème, est-ce que dans cette ouverture aussi bien d'un écosystème privé que public, il y a des actions aussi qui sont à mener, alors peut-être de communication toujours, d'évangélisation, mais de rapprocher un peu tous ces mondes, de casser les silos aussi bien en interne qu'en externe? Est-ce que vous menez des actions dans ce sens au sein du groupement et de la Fédération de la sécurité privée? Alors, bien évidemment, alors déjà pour revenir sur le premier point, il est important, voire crucial, qu'il y ait une communication entre le responsable effectivement des systèmes d'information et le directeur de la sûreté, parce que le directeur de la sûreté va s'appuyer justement sur le réseau, en tout cas sur l'informatique bien souvent de l'entreprise. Et il a également, le risque cyber fait partie des risques qui peuvent impacter en tout cas l'activité d'une entreprise. Après, concernant les actions qui sont menées, bien évidemment, on favorise l'échange entre, encore une fois, les donneurs d'ordre et les entreprises pour penser ensemble ces problématiques et voir de quelle manière on peut sécuriser au mieux gérer la chaîne des intervenants. Et on essaye de pousser également la formation, vraiment la mise en place de formation, d'imposer également un contrôle quand même des capacités des intervenants à justement garantir un minimum de sécurité informatique quand on vient déployer effectivement des objets connectés qui vont recueillir de la data, parce que la data aujourd'hui est une source de richesse et c'est la richesse d'une entreprise. C'est ce qui peut faire la différence entre des concurrences, un avantage concurrentiel et bien souvent au cœur de la cybersécurité. Alors bien sûr, il y a des enjeux étatiques. On peut le voir, par exemple, on parlera mais du Covid, quand l'Australie a voulu lancer une commission d'enquête sur ce qui a été fait en Chine et comme par hasard, quelques jours après, a été victime d'une cyberattaque de masse. On peut se poser des questions. Pareil au niveau économique pour les acteurs privés, certaines entreprises ont été frappées et pour le coup, ça peut être véritablement un problème concurrentiel. Si vous avez une faille au niveau de votre cybersécurité, ça peut être pour vous une grosse problématique qui peut avoir un impact très important. Oui, les impacts sont, on le voit, très importants. On peut avoir des attaques qui sont aussi inscrites dans la durée, qui peuvent être très impactantes, qui peuvent bloquer toute une chaîne. On n'est plus dans le domaine de la menace ou d'hypothèse, c'est qu'on est sur des faits avérés, on en a régulièrement à travers le monde chaque semaine. Donc, c'est souvent au pied du mur ou au pied du problème que l'entreprise commence à réagir au moment où c'est souvent trop tard.
C'est un peu le souci. Justement, commandant, alors, juste, on a une question qui est venue sur le fil et qui est intéressante. Comment vous travaillez avec les entreprises, mais surtout, comment on saisit l'office? Est-ce que on pose tout simplement une plainte ou comment vous intervenez? Quel lien vous avez? Comment vous fonctionnez avec les entreprises, justement, comment vous coopérez et comment ça se passe? Très rapidement, très simplement, nous privilégions les partenariats. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, nous nous mettons autour d'une table et après s'être représentés mutuellement, on fixe les règles de travail. Pourquoi? Parce que, encore une fois, dans l'idée de partager au plus vite et au plus près l'information et surtout une information pertinente, on a déjà besoin en préalable de se connaître mutuellement et ensuite de connaître, enfin, d'exprimer nos besoins. Et là, encore une fois, en même temps que je suis en train de vous parler, grâce là avec, alors je ne ferai pas de pub, mais avec une entreprise qui nous sollicite, parce qu'elle vient de se faire dérober un ensemble routier qui est actuellement en Espagne, nous, notre action sera très rapidement d'activer les bons leviers. Donc, encore une fois, à partir du moment où on se connaît réciproquement, derrière, nous sommes en mesure de prendre le relais, on va dire, sur la phase opérationnelle. Mais ça suppose, voilà, d'abord une connaissance mutuelle. Après, en termes de plainte, et on va dire que là, nous sommes soumis au code de procédure pénale, et ça, en France, nous sommes dans un état de droit, et à partir de là, on est soumis, on est contraint à ces règles. À un moment donné, il faudra passer par la case commissariat ou brigade territoriale pour déposer plainte des faits dont vous avez été victime. Mais là, encore une fois, après s'être rencontrés mutuellement, les choses peuvent très vite s'accélérer parce que vous ne serez plus un client lambda. Nous, derrière, on appellera la brigade locale, on appellera l'unité concernée pour justement avoir un recueil de plaintes spécialisées. Donc, j'invite les entreprises, et un certain nombre d'entreprises, on a la chance d'avoir un certain nombre d'entreprises nationales avec nous en tant que partenaires, et voilà, cette entreprise-là nous appelle, enfin, nous fait signe, et nous, derrière, on engrange les choses. Donc, venez à nous, n'ayez pas peur, et derrière, notre travail sera aussi de favoriser les prises de plainte. Donc, c'est pas très compliqué. Je sais que c'est parfois une contrainte, une lourdeur pour vous, mais on est soumis à cette obligation parce que c'est le code de procédure pénale qui prévoit ce dépôt de plainte, voilà, pour lancer l'action publique. Est-ce que vous êtes ouvert, Romaric, aussi à collaborer avec des entreprises privées sur des solutions? On avait une question sur par exemple les solutions de remontée d'informations en temps réel. Est-ce que vous êtes ouvert à les collaborations? C'est pas nous sommes prêts, nous le faisons déjà. Nous le faisons déjà avec des entreprises de luxe dans le cadre de partenariats sous l'égide de la sécurité des mobilités. Nous le faisons déjà. Après avoir travaillé sur l'accès aux informations, à l'échange des informations, nous réalisons, on va dire, dans un cadre préventif, des exercices grandeur nature pour voir comment on peut améliorer notre capacité de réaction, notre engagement, pour aussi que l'entreprise adapte ses process de sécurité. Ça, c'est une réalité. Et on a eu l'occasion aussi par le passé, encore très récemment, sur une information donnée par une entreprise, de pouvoir réagir en temps réel et de procéder à des interpellations alors que le dossier avait commencé du côté de la Somme. L'interpellation s'est produite peu avant la frontière franco-allemande en totale collaboration avec l'entreprise et les unités de gendarmerie locales. Donc voilà, encore une fois, à un moment donné, on se rencontre, on échange, on se connaît mutuellement, on écoute, on vous expose les besoins, parce que ce ne sont pas nos besoins personnels, ce sont les besoins du système judiciaire, du système policier et du système judiciaire. Et en général, lorsqu'on passe dans une phase réelle, pragmatique, eh bien, ça déroule et on fait parfaitement ce que nous devons faire. Voilà. Mon commandant, on reviendra tout à l'heure parce qu'il y a pas mal de questions pour vous. Olivier Chevalier, justement, quand on parle de cette éducation, de cette formation des people, en fait, de vos équipes, comment vous
quelle attention particulière vous mettez déjà au recrutement du personnel qu'ensuite les entreprises auront sur site ou pour assurer la sécurité de toute leur supply chain, je dirais de recrutement, de formation, qu'est-ce que vous mettez en place et sur quoi particulièrement vous mettez l'accent? Alors c'est vrai que depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de technologie, mais on reste dans un métier humain en termes de sécurité privée et les agents restent la richesse de l'entreprise aujourd'hui. Et on l'a bien vu là sur la période du Covid où il y a eu un engagement remarquable des équipes. On a assuré 100% de nos prestations dans un contexte quand même anxiogène. Donc voilà, je voulais juste souligner. On en a peu parlé, mais parce que là vous en avez parlé un peu, Romaric, mais est-ce qu'il y a eu justement un impact Covid important, on imagine des chaînes de production qui ont été à l'arrêt, peut-être manque de personnel, peut-être des tensions sur le personnel avec des risques qui sont peut-être arrivés, qui sont des risques psychologiques est-ce que vous avez eu une tendance aussi pendant le Covid très particulière? Alors, les chiffres vont parler d'eux-mêmes. Sur une année glissante par rapport à l'année dernière, nous sommes à moins 53% de faits. Donc, clairement, l'effet Covid est là, est présent. Alors, pour autant, et j'ai envie de vous dire, c'est aussi pour ça que nous existons, il y a des malfaiteurs qui contribuent, puis qui continuent leurs méfaits. Mais là, on parle plus du petit malfaiteur, on parle de bandes organisées, structurées, qui, elles, font fi de toute crise. Alors, encore une fois, ça reste des faits très, très à la marge, mais lorsque vous avez un camion qui est dérobé avec 800 000 ou 1 million d'euros de marchandises, Covid ou pas Covid, on doit réagir et on doit continuer à travailler. C'est ce qui s'est passé au cours des semaines et des mois précédents. Olivier Chevalier, je vais vous redonner la parole après sur l'aspect formation. Je voyais juste Yvan Marcheneau qui dodelinait de la tête. Vous dites, peut-être que pendant le Covid, il y a eu, ça ne s'est pas totalement arrêté, il y a peut-être eu un accroissement de la menace et des attaques, et peut-être plus particulièrement même au niveau cyber, quoi. Oui, en fait, effectivement, dans le monde réel et virtuel, il y a eu, je pense qu'il y a eu deux tendances qui sont opposées. Effectivement, d'un point de vue du transport, il y a beaucoup moins de transport, donc moins de faits. Par contre, sur le virtuel, ça a été très, très intense. Je rappellerai juste le nombre de personnes qui se sont connectées pour faire de la visioconférence, qui se sont connectées sur les réseaux à distance pour pouvoir continuer à travailler ou en tout cas à mener une activité. Et ça, pour le coup, ça a augmenté le nombre d'attaques sur le cloud. Enfin, en tout cas sur la toile, ça a été très intense. Ça a été très les entreprises ont dû réagir vite et peut-être pas de façon correcte tout de suite. C'est-à-dire qu'il a fallu équiper, se développer très rapidement et peut-être pas en veillant complètement à la sécurité de leur système, quoi. Alors, le problème dans les risques cyber, c'est que bien souvent, l'attaque a été commise et vous n'êtes pas au courant. Et vous serez au courant bien après, une fois que les conséquences seront très importantes. On peut juste reprendre par exemple le cas d'une société qui a vu le RIB de son fournisseur remplacé par un autre RIB. Vous avez également le cas de vers, encore une fois, de virus qui vont faire leur petite vie jusqu'au jour où ça va venir paralyser tout le système. Pour rappel, il y a quelques années, vous avez le programme iranien, du nucléaire iranien, qui a été paralysé par un ver qui a mis quelques mois avant de déclencher. Voilà. C'est le but, en fait, ces attaques persistantes, et le but, justement, c'est d'exfiltrer des informations, de faire en sorte qu'elles restent en dessous des radars, que l'information soit exfiltrée de manière à ne pas attirer l'attention. Et c'est que des menaces des attaques qui peuvent durer des années. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des risques. En fait, si vous voulez, les objets connectés en permanence vont être connectés, c'est le principe. Et en fait, on va mettre en sommeil ces ressources pour à un moment donné les utiliser, les fédérer pour pouvoir mener une attaque d'une grande ampleur. Avec des attaques qui deviennent aussi de convergentes entre du social engineering, donc l'identification de profils sur les réseaux sociaux, des attaques type phishing, et puis ensuite même des attaques physiques. Olivier Chevalier, je voulais vous faire
reprendre, là, parce que je vous ai interrompu, sur l'aspect people, humain, et l'importance de l'humain au cœur du dispositif cyber et sécurité. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a élargi à la période du Covid, mais du coup, en replaçant sur cet aspect-là, au niveau de la profession, on reste dans une pénurie de main-d'œuvre. Hein. Aujourd'hui, c'est assez compliqué de recruter des agents compétents, des agents de sûreté. Du coup, chez Securitas, on a créé 2 maisons du recrutement, des agences internes de recrutement, et qui viennent en appui de nos agences opérationnelles pour tout l'aspect sourcing, recrutement, sélection. On développe des partenariats avec Défense Mobilité, les SDIS, la Police nationale. Donc, on a un champ de sources assez large pour capter des profils et des candidats. On s'appuie également en interne sur un fort dispositif de mobilité. Voilà, on prône la mobilité interne. On a beaucoup d'agents aujourd'hui qui occupent des fonctions d'encadrement. Donc, c'est très important pour nous. La notion de fidélisation également de nos équipes, hein, limiter le turnover, c'est quelque chose d'important. Donc, on essaye de trouver un bon équilibre au niveau avantages sociaux, au niveau package salarial, horaire de travail adapté. Voilà. Donc, toutes ces équations vont faire qu'on va capter au sens large et on s'appuie en complément sur des dispositifs de formation assez larges. On a plus de 4% de notre masse salariale qui est investie sur de la formation à travers 8 centres au niveau national. Et on a plus de 115 modules de formation. Donc voilà, on accompagne nos équipes tant en amont qu'après, tout au fil de leur carrière chez Securitas. Et on essaye d'identifier les talents pour les faire progresser et monter en compétences. On assure une supply chain de confiance, c'est aussi c'est surtout une confiance aussi dans les hommes. Et même en cyber, on dit souvent que le dernier firewall, c'est l'humain. Donc, avec une attention toute particulière. On nous reste 9 minutes, mais on a pas mal de questions sur le fil. Donc, Romaric Leclerc, on avait notamment, vous avez évoqué en introduction la bourse de fret. Et là, il y a une question, c'est quel contrôle pouvons-nous mettre en place afin de vérifier que la société de bourse de fret n'est pas une escroquerie? Ah, on vous entend pas très bien, Romaric. Ouais. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Excusez-moi. Les vols par détournement de fret via les bourses de fret, c'est 1% de notre contentieux. L'examen des différents dossiers que nous avons eu à connaître nous démontre que, et ça malheureusement c'est une question de priorité on va dire financière, et elle peut se comprendre, mais derrière il y a un vrai sujet. C'est la nécessité, et j'appuie mon propos, c'est vraiment la nécessité de contrôler les informations qui sont fournies par les usurpateurs. On se rend compte très, très simplement que parfois, et on comprend la nécessité de transmettre, enfin de procéder à l'enlèvement et au transport d'une marchandise pour satisfaire le client. On la comprend. Maintenant, les vérifications élémentaires quant aux prestataires de services ne sont pas réalisées. J'espère ne pas choquer l'auditoire, mais la réalité, elle est là. Quand on examine très concrètement chaque fait, on se rend compte que le contrôle des éléments fournis par la supposée, la fausse société ou le faux prestataire ne sont pas réalisés. Et donc, je pense à des choses très simples. Hein. Est-ce que la société qui répond à pignon sur rue, est-ce qu'elle est connue de vous? Est-ce qu'elle est connue d'autres entreprises du même secteur? Est-ce que le CABIS a été fourni et a été contrôlé? Alors, sans faire de publicité, hein, mais B2P Web, par exemple, bourse de fret française, unique bourse de fret française, a compris cette problématique et a renforcé ce contrôle. Alors, j'entends bien, et les faussaires auront toujours un temps d'avance, mais si les actes élémentaires ne sont pas de vérification, de contrôle de ces éléments d'identité ne sont pas réalisés, on aura beau faire tout ce que nous voudrons, il y aura toujours, on sera toujours, malheureusement, les faussaires réussiront à travestir la réalité. Et ces actes élémentaires ne sont pas faits. Parce qu'il y a une logique commerciale, il y a une logique pour répondre, pour satisfaire le client.
Mais la réalité, elle est que les actes élémentaires de vérification et de contrôle de l'identité commerciale de l'entreprise qui répond à un contrat de transport ne sont pas faits. Et ça, je suis désolé de le dire et au risque de choquer, c'est une réalité. Et malheureusement, cette réalité, elle cause d'énormes préjudices aux sociétés qui en sont victimes. Marciano, pour élargir un petit peu, c'est vrai qu'on voit souvent que la technologie n'est qu'un levier, bien souvent. On l'a vu avec les arnaques au président, notamment, où il y a du social engineering derrière, il y a du phishing. En fait, il faut, dans tous les cas, mettre en place des process au sein de l'entreprise et respecter ces process. On l'a vu, là, c'est de dire, voilà, on met en place des process cyber et il n'y a pas que la technologie, c'est qu'il faut suivre, il faut sensibiliser, mettre en place des process. Un peu le résumé. Écoutez, je rejoins justement mon capitaine par rapport à ça. Non, il est escadron dans le terme. Bon, désolé. Non, je rejoins sur le fait qu'effectivement, il faut contrôler les personnes qui vont intervenir sur les sites et les personnes qui vont être partie prenante justement de la chaîne. Nous, aujourd'hui, c'est quand même un combat pour nous de faire valoir le fait que pas tout le monde ne doit pouvoir installer des systèmes de sécurité et de sûreté sur des sites d'une certaine sensibilité. Effectivement, l'humain est au cœur du dispositif. Je rappellerai également qu'aujourd'hui, les nouvelles technologies d'intelligence artificielle va permettre bientôt de substituer sur pas mal de prises de décision et l'algorithme est beaucoup plus rapide en termes de prise de décision. Maintenant, il est important également de laisser à l'humain le pouvoir décisionnel. Mais pour cela, il faut que les opérateurs soient formés, soient sensibilisés, que tout au long du parcours de vie professionnel des opérateurs, il y ait une formation qui leur soit dispensée pour pouvoir utiliser les nouveaux outils et ne pas être en décalage par rapport à la technologie. Alors, il nous reste 4 minutes. Olivier Chevalier, juste un mot. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous avez des briques de machine learning et d'IA, justement, de plus en plus sur la partie innovation que vous mettez au service des entreprises? Est-ce que les systèmes intègrent de plus en plus ça? Je pensais notamment aux caméras de visiosurveillance, de vidéosurveillance ou d'autres systèmes. Écoutez, notre division technologique travaille en effet sur de nombreuses solutions, notamment des caméras thermiques intégrant des algorithmes intelligents pour aller détecter dans des zones spécifiques des notions d'intrusion avec de la remontée d'informations immédiates et pour être dans l'intervention en temps réel. Donc, on est toujours dans cette logique de comment, à travers la technologie, on va prendre la main immédiatement sur une situation, remonter l'information et pouvoir procéder à de l'interpellation, soit à distance, soit via des solutions humaines en complément. Romaric Leclerc, vous travaillez, vous, avec l'ANSSI, par exemple, qui est l'organisme qui s'occupe de la sécurité des systèmes d'information. Vous êtes en mode collaboration avec d'autres corps et d'autres offices? Complètement. Nous, la sécurité, le SSI fait partie intégrante de notre quotidien en tant qu'entreprise particulière. Donc, nous avons des protocoles de sécurité à mettre en œuvre, je dirais, au quotidien. Et encore une fois, on a la chance d'avoir ce type de structure qui nous permettent de nous guider, parce que là aussi, parfois, on aurait parfois tendance à simplifier les choses. Et heureusement que ce genre de structure existe, nous aide au quotidien à renforcer notre capacité, parce que la gendarmerie, comme toute entreprise, peut parfois faire l'objet d'attaques. Et alors, c'est pas en 2019, je crois que c'est en 2018 de mémoire. Nous avons été victimes de tentatives de piratage. Et encore une fois, parce qu'il y a eu un protocole qui a été réfléchi, pensé avec les opérationnels que nous sommes, que derrière, les attaques ont été déjouées. Donc, cet organisme existe, on a la chance qu'il existe, et derrière, c'est à nous de respecter les règles qui ont été établies. Voilà. On a 1 minute 50, Yvan Marciano, peut-être, parce qu'on avait parlé, on n'en a pas beaucoup parlé, mais au-delà du partenariat public-privé, c'est le rôle de l'État aussi d'assurer aussi une certaine souveraineté numérique avec des menaces. On parle maintenant d'attaques d'État. C'est un point qui est important et sur lequel vous poussez aussi cette souveraineté de la France et de l'Europe. Alors, en fait, c'est le rôle de l'État de poser un cadre et d'imposer une certaine norme
par rapport justement aux objets connectés, par rapport à tous les équipements qui vont venir participer justement à cette chaîne. Et quand on parlait de la souveraineté effectivement de l'État, il est important aujourd'hui que l'État s'affirme par rapport à ce sujet, parce que la data, encore une fois, la donnée est la richesse aujourd'hui. D'ailleurs, si vous regardez les principales capitalisations boursières dans le monde, les plus importantes, ce sont celles qui vont brasser de la data, qui vont collecter de la data. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la data a plus de valeur que le pétrole. Et si vous avez la donnée, si vous avez le savoir, ben vous êtes le maître du monde. Et c'est ça aussi le problème aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, on a deux pôles qui sont extrêmement puissants. Vous avez les États-Unis d'un côté et vous avez de l'autre côté la Chine. Et au milieu, on a l'Europe. Et aujourd'hui, effectivement, il y a des avancées qui ont été faites en termes de politique commune, mais à mon sens, qui ne sont pas assez importantes. Faut vraiment on est en pleine guerre économique, on est en pleine guerre stratégique. Alors on est à la fin, là, je vous remercie en tout cas, messieurs, parce qu'on est à la fin du débat. Là, c'est allé très vite, beaucoup de sujets. Je dirais, on voit la convergence sûreté, sécurité, l'humain qui se remet au centre. Donc merci Romaric Leclerc, merci Olivier Chevalier, merci Yvan Marciano, merci à Reed. Je pense que voilà, nous arrivons au terme. Merci à tout le monde. Merci aux participants. Merci. Vous étiez jusqu'au bout à l'écoute.